Ah ouais. Et voilà, j'avais fait un câble management de folie. Et là, du coup, voilà, il y a des nœuds, tout qui sort bien les picotes. Ah oui, le chat, parfois, il monte. Bon, c'est pas grave, hein, on aura... Il parle ? On peut avoir une interaction avec, on doit lui mettre un micro. Il peut parler, parfois, ouais. On lui met un micro-cravate. Ah, mais et d'ailleurs, j'ai un micro-cravate. Pour chat. Mais non. Pour chat. Un micro-cravate pour chat. Et quoi, on est parti là ? Ah, mais ouais, allez, Le on est podcast, parti. il est lancé ? Pas trop loin. Le podcast est lancé. Ah, bah voilà, c'est toujours super. cette blague. Elle est bien, cette blague. Bienvenue alors. Bienvenue Et dans ouais. cet épisode numéro 27. Déjà. Ouais. Oui, sans doute. Parce qu'on oublie les numéros. On oublie les... Ouais, 27, je crois. Bah voilà, bienvenue tout le monde dans l'épisode numéro 27 de Amour, Gloire et Chips. On reçoit aujourd'hui Virginie. Salut. Salut. On va parler plus en détail au fur et à mesure, mais là d'abord le premier truc c'est le week-end. Ça a été le week-end parce que la semaine, on est vendredi. Ouais, Ça a été donc- votre semaine. Oh bah ma semaine a été en quarantaine. Ah ouais. Parce que je reviens d'un voyage en zone rouge. Bon, Ok. Ah ouais. zone donc, rouge, c'est ouais, partout dans le monde. Donc, C'est Yes. ça. Bon bah tu Donc, nous dès raconteras que tu ta veux. quarantaine et ta zone rouge. Et vous autres, les amours chips, ça a été votre semaine? Les chipsos. Ouais, les chipsos. Non, ça, non. les chipsos, c'est les gens les qui gens. écoutent. C'est les gens qui écoutent Ah oui, les pardon, chipsos. autant pour moi. Même si Benjamin a mis un veto. Ouais. Ah, qui vaut rien. J'ai compris que mon veto valait rien. Bah, on respecte quand même un peu ton veto. Ouais, attends. Je sais plus, j'ai fait plein de trucs cette semaine. Ouais, on a tous J'ai fait plein de trucs. mais- j'ai monté des épisodes, Ah quoi. bah ouais, Voilà, je sais plus trop. Et j'ai préparé, moi, mon départ aussi. Enfin, j'ai commencé à préparer mentalement mon départ. Voilà. Parce que Maureen nous quitte. Ouais, pendant un mois et demi. Oui. D'ailleurs, Du il y coup- aura un épisode fait de là-bas, mais on va pas divulguer ça maintenant. Non, Mais, mais puis surtout, on va tout pas va le être divulguer. mélangé parce que cet épisode-là sera sorti. Il y aura déjà eu l'épisode en duplex de là-bas. C'est un bordel. Ah ouais, donc celui-ci sera sorti à ton retour. Entre les Non, deux, je serais pas t'auras- encore revenu, mais Ah. Ouais. Et on joue avec le temps. on joue avec Ouais, le le truc temps. de la c'est ça. grotte. Voilà, le truc de la grotte. Exactement. Ah bah voilà, parle-nous un peu du truc de la grotte. Ouais, vas-y, parle-nous si, faut que tu Virginie, parles est-ce que du tu en as truc entendu parler? Oui. non, pas du tout. Ça s'appelle Alors, Deep Time, c'est ça que Exactement. Le Deep Time, l'expérience Deep Time, t'en as pas entendu parler? Non. Alors en fait, c'est une grotte genre vraiment immense, la plus grande d'Europe qui se trouve dans les Pyrénées. Et il y a, avec toute une équipe scientifique, ils y ont mis là pendant 40 jours 15 personnes dedans. Mais quand même avec un confort certain, c'est pas de la survie, tu vois, ils ont vraiment un camp et tout. Et en fait, ils monitorent comment ça se passe la vie quand t'es coupé de toute notion du temps. Et, parce que du coup, ils sont Au fond de enfermés leur dedans, grotte. ils ont pas de montre et pas d'accès au soleil non plus, donc ils savent pas du tout. Et là, ils sortent demain. Du coup, quand l'épisode sortira, il y aura sans doute beaucoup plus d'infos. Mais sinon là, ouais, les premières infos qu'il y avait, c'était que ça va, tout le monde a tenu le coup. Ils sont pas, enfin, il y a pas vraiment une personne qui a trop pété un câble au point de devoir sortir. Et aussi qu'ils se sont tous décalés, que certains faisaient leur journée pendant que d'autres passaient une nuit. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir plus de résultats là-dessus. Oui. Voilà. Et donc Par au contre, moment c'est où intéressant. on montera l'épisode, on le saura en fait. On le Ouais. saura, on Ouais. pourra mettre un petit lien Vers le informatif, rapport. Ouais. voilà, vers le rapport scientifique de De 1 l'expédition. milliard de pages. Et toi, Moi, la Benja? semaine, rien. J'ai oublié. Mais je crois que c'était bien. Ouais. C'était une semaine normale. Bah oui, une semaine où tu fais des trucs quoi. Bah ouais. C'est Et cool. le week-end d'avant, c'était normal aussi. Ouais. C'est fou, hein. Donc tu vois, le truc du Obonichi, ça marche pas du tout. Parce que j'ai déjà tout oublié. Ah oui, pour revenir sur les épisodes Mais parce de que tu Obonichi. continues à le faire, ça? Ouais. Ah ouais, mais donc, j'oublie quand même. donc ça, enfin, t'as pas Ouais. encore réussi à muscler plus ta mémoire, quoi. Moi, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Grey's Anatomy. Ok. Voilà. Ouais. Sans vouloir vous spoiler, Georges Mallet est mort. Ça y est. Ah ça y est, c'est le moment. il est mort. À la saison 6 2009, hein, donc je crois que je spoil plus personne. Hein. Ok. Voilà, c'est tout. Bah, Et c'est toi, cool. Damien? Bah moi c'était aussi une semaine où j'ai fait des trucs, mais par contre un événement important cette semaine, c'est qu'on a appris que tu vas t'installer avec nous dans notre bureau, Benjamin. Oui, c'est vrai. On va pouvoir faire encore plus de podcasts. Oui. On va pas tout
dire maintenant, mais il va y avoir plein de choses super. Mais en tout cas, les mots-clés, c'était quoi? Mutualisation, synergie. Mutualisation, économie, écologie, synergie et transdisciplinarité. Et voilà. Transversalité, ouais. Transversalité. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Et tout sur une hiérarchie de type horizontal. Eh ben, ça, c'est ma semaine. Ça a l'air super. Ça, Beau c'était ma programme. Vivement. Ouais. Ben voilà. Et alors, bienvenue et merci de nous accueillir, Virginie, dans ton studio. Dans ton studio d'enregistrement. Et, De quarantaine. Si tu dois, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans les détails, si tu dois te présenter aux gens qui écoutent brièvement, donc tu es photographe, reporter, et voilà, si tu dois retracer en quelques mots un peu ton parcours et même si ça va être long, mais Je vais essayer de résumer. ouais, c'est ça. Et après on creuse. Oui, Virginie Nguyen Hoang, je suis photojournaliste. Je fais ce métier depuis 10 ans maintenant. Donc, je suis sortie de l'IEX en 2011. Ok. De là, je suis partie vivre en Égypte pour travailler pour un journal local pendant 2 ans et demi. Et c'est là que j'ai commencé un peu à bosser, non seulement pour ce journal, mais aussi pour la presse internationale. Et après, j'ai bougé un peu dans la région. J'ai beaucoup travaillé à Gaza. Et entre-temps, j'ai cofondé aussi le collectif UMA, qui est donc un collectif de photographes et de journalistes belges. Et je fais partie aussi de l'agence française Hans Lucas. Okay. Et donc, voilà, j'ai travaillé 2 ans et demi en Égypte, et puis j'ai bougé un peu à gauche, à droite. Donc, comme j'ai dit, à Gaza, j'ai été en Syrie, en Libye, en Turquie, en Ukraine. Et puis après, je suis revenue me poser ici, en Belgique, mais je continue à faire mes reportages à l'étranger. C'est ça. Et t'es posé en Belgique. Donc, à l'époque où t'étais là-bas, t'avais vraiment plus de pied-à-terre là-bas. T'étais ici, pardon. T'étais vraiment installé là. Quand j'étais en Égypte. Ouais. Ouais, j'étais installée ouais, là. J'avais plus de pied-à-terre ici. Et il y a eu 2 années où j'avais pas vraiment de pied-à-terre ici. Mais voilà, j'allais à gauche, à droite, je restais 2-3 mois, puis je revenais ici squatter chez ma sœur ou chez des potes. Enfin, ça variait un petit peu. Et puis je me suis dit, faut se trouver un petit endroit où poser les affaires, quoi. C'est ça. Avant de passer sur le job direct, parce qu'à la fin de l'IEX, t'es passé par Arus aussi. Oui, c'est ça. J'ai fait un séjour Erasmus au Danemark pour faire un séjour Erasmus, mais vraiment des cours de photojournalisme, quoi. D'accord. Donc c'était vraiment focus là-dessus, tandis que l'IEX, on touche un peu à tout. Oui, c'était plutôt journalisme au sens large, et puis t'as fait une spécialisation photo. Ouais. Comment ça se passe une spécialisation en photoreporter le cursus, combien de temps ça dure, et c'est quoi un peu qui différencie finalement d'une école de photo autre Une autre école de photo, je ne serais pas comparée parce que j'ai juste fait l'IEX où on touche un peu à tout, mais là-bas c'était vraiment de la photo tous les jours, quoi. Et c'était séparé en différents modules. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines on travaillait sur des portraits. Okay. 2 autres semaines on faisait du reportage ou une autre fois on faisait aussi de la vidéo, parce que voilà, le photojournalisme maintenant ça s'arrête plus à la photo. Il faut savoir faire de la vidéo, il faut savoir toucher un peu à tout, quoi. C'est ça. Et du coup, le métier de photojournaliste, c'est quoi spécifiquement pour celui qui sait pas du tout ce que c'est? Ça dépend en fait. Nous, donc avec le collectif humain, on travaille surtout sur des sujets sur le long cours. Donc ça veut dire qu'on aime bien raconter des histoires à travers nos images. Ça s'approche aussi un peu du documentaire, reportage. Après, il y a aussi le côté photojournalisme news. Enfin, ce sont les images que vous voyez souvent dans les médias. C'est des reportages qu'on fait en un jour, où on va juste faire un portrait un jour. Donc voilà, ça dépend un peu vers quoi on s'oriente. Moi, j'aime bien tout ce qui est sur le long cours, raconter des histoires. Et parfois, ça peut mettre quelques semaines, comme ça peut mettre 2 ans. Okay. Voilà, il y a aussi les photographes de presse qui font des choses différentes tous les jours, quoi. Et donc les reportages que tu fais qui sont sur du long cours, c'est dans quel type de médias que c'est diffusé ou que c'est vendu ou... Ça dépend. Généralement, c'est plus la presse magazine, mais il y a aussi des quotidiens qui prennent ce genre de reportage.
L'année passée, j'ai eu un reportage sur le long cours sur l'huile de palme durable en Malaisie. Et ça a été publié dans la Libre Belgique. Okay. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à un seul média, surtout en ce moment. Il faut essayer de voir un peu aussi le côté financier et trouver différentes ressources. Ouais. Donc généralement plus magazine, mais faut pas fermer la porte au quotidien, quoi. Et donc c'est des commandes ou c'est des self-projects d'une certaine manière, ou des choses que toi tu décides de faire et puis après que tu essayes de distribuer dans les quotidiens? Il y a plus de self-project, comme tu as dit, donc j'ai l'idée, j'ai le reportage en tête, je veux le faire. Faut les moyens financiers, donc je fonctionne beaucoup avec des bourses. Okay. Parfois des prix, mais bon, c'est très compétitif évidemment. Et puis après, j'essaye de les vendre aux différents médias. Parfois, évidemment, il y a aussi des commandes, mais les commandes, c'est plus, comme j'ai dit, pour des reportages pour 1 ou 2 jours. C'est très rare que maintenant qu'un journal ou un magazine nous envoie un reportage pour 1 ou 2 semaines. Ça arrive, hein, mais c'est rare, quoi. Mais donc, quand même, alors déjà, j'ai 2 trucs en tête. Il y a la question, du coup, de l'exclusivité du reportage que tu vends, si ça l'est d'office ou si des fois c'est négocié ou si en fait tu peux le vendre à autant de médias que tu veux. Et du coup, découle de ça aussi la question de, justement, ton espèce d'économie globale, c'est-à-dire, parce que entre tu pars même entre guillemets que 2-3 mois sur place, c'est tout un coût, toute une logistique. Est-ce que le prix de vente final du reportage couvre ce que ça t'a coûté ou généralement quand c'est vraiment comme ça, j'essaye vraiment de faire appel à des bourses. Et ça dépend des médias, ils ont pas tous le même budget. Ouais. Donc il faut un peu cumuler les publications avant de non seulement rentrer dans ses frais, mais aussi pouvoir en vivre, quoi. Donc c'est sûr que s'il y a pas de bourse derrière, ça devient plus compliqué. Et voilà, la solution c'est de vendre à plusieurs médias. Donc l'exclusivité, s'il y a pas si le média le demande pas, je le fais pas. Et après, il y a des trucs qui sont un peu logiques. Si je vends un reportage à Libre Belgique, je vais pas vendre le même reportage au soir, par exemple. Et s'il y a une demande d'exclusivité, du coup, le prix augmente. Parce que ça veut dire que je peux pas le vendre ailleurs. Ouais. Donc, moi, il faut aussi que je m'y retrouve, quoi. C'est ça. Et donc, ça t'arrive souvent de vendre plusieurs fois le même reportage, mais alors dans des médias qui sont dans différents pays ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est plutôt, c'est souvent la France, un petit peu en Belgique, puis il y a d'autres médias aussi, parfois le Japon, les États-Unis. C'est ça. Mais il faut varier vraiment les sources de revenus, quoi. Et tu parlais d'agence, ça veut dire que pour tous ces contacts-là, il y a une agence qui s'occupe de vendre ou de distribuer tes reportages, ou c'est toi qui t'occupes de ça à 100%? Il y a un peu des deux. Donc du coup, moi évidemment, j'essaie de vendre en direct avec les médias. Et après, il y a l'agence à côté qui fonctionne un peu comme une banque d'images, comme par exemple l'AFP ou Reuters, où je peux mettre mes images et après ça se vend via une plateforme. Et aussi le directeur, donc Wilfried Estève de cette agence, qui essaye de pousser un peu aussi. Si je lui demande, par exemple, est-ce que tu peux essayer de m'aider à vendre ce sujet, il va contacter aussi les rédactions en direct, quoi. Ok. Et donc, il y a pas de, je prends le parallèle, parce que donc, je suis musicien aussi, et on a aussi un agent. Mais par contre, nous, on fait pas de trucs en direct. Donc, ton agent à toi, il te laisse vendre tes reportages en direct sans prendre son pourcentage dessus. Non, en fait, Hans Lucas a ce fonctionnement qu'on paye un forfait par mois et après, tout le reste, ça nous revient, quoi. Et c'est ça qui est très bien avec cette agence-là. Et bon, j'ai pas vraiment d'agent. Il est là si j'en ai besoin, mais c'est pas lui qui va s'occuper de vendre mes sujets, quoi. C'est vraiment. Ah, c'est ça. Donc, c'est un support plus. Enfin, ça. Ouais, c'est ça. Un support, de plateforme. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, et que toi tu payes? Non, c'est ça. Je paye un forfait par mois et voilà. Ah oui, c'est ça. Je peux gagner 3 000 ou 100 euros par mois. D'accord, ok, oui, c'est ça. Ça changera pas. Enfin, tu payes un forfait, mais comment dire? Il y a quand même genre une étape où t'es sélectionné, non? Ou pas du tout? Ou genre vraiment n'importe qui peut foutre ses trucs sur un non, évidemment, il faut passer par le directeur. Pas n'importe qui peut rentrer comme ça. Voilà, donc c'est quand même un peu classe, quoi. Ouais.
je sais pas combien on est maintenant, je pense qu'on est 300, même plus, je serais pas dire. J'ai vu qu'il y avait une antenne Afrique qui a ouverte aussi. Ouais, maintenant on est vraiment beaucoup. À l'époque où je suis rentrée chez Hans Lucas, c'était en 2012, où on était peut-être 30. Donc ça a vraiment évolué depuis cette époque-là. Mais voilà, ça reste quand même. Oui, c'est ça. Mais donc, à la différence du fonctionnement dans la musique, où le manager ou l'agent prend un pourcentage sur chaque concert, ici, tu payes vraiment ton forfait, donc ouais. Mais c'est vraiment spécifique à Hans Lucas. Il y a d'autres agences, tu vas voir chez Vue, chez Seven ou des trucs comme ça, le fonctionnement est différent, donc c'est vraiment propre à chaque agence. Ouais. Et juste pour revenir un peu, tout à l'heure, on disait, tu cherches des moyens pour financer tes reportages, mais il y a parfois où tu te dis, ça, je veux tellement le faire que même si je trouve rien, je le fais, parce que tu calcules ou tu as le pressentiment que ce truc-là va fonctionner et il faut que tu le fasses pour être la première à être dessus ou des trucs comme ça. Ça t'arrive parfois de... C'est pas vraiment en se disant ça va fonctionner, je vais le vendre pour sûr. Donc ça, évidemment, ça arrive. Et évidemment, quand j'ai une bourse, j'essaie de garder quand même de l'argent de côté pour non seulement pour vivre, mais pour aussi financer des projets pour lesquels peut-être je trouverais pas de financement. Ouais. Et mais c'est plus par l'envie de raconter une histoire. C'est pas, je peux pas me dire parce que c'est une exclusivité et que je vais faire la première page du Monde ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, moi je suis poussée par des histoires qui m'intéressent, qui me passionnent, qui vaut la peine d'être racontées. C'est ça. Et donc ça c'est plus ça qui me donne envie de faire des sujets plutôt que me dire ça va être publié pour sûr, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était dans ce sens-là où parfois t'as une intuition qu'une histoire que t'as envie de raconter, même si tu trouves pas de sous pour la financer, il faut que tu le fasses, donc tu vas, tu le fais, et puis parfois ça, j'imagine ça peut arriver que personne n'en veuille, mais toi tu l'as fait. Ouais, c'est ça exactement. Bon, après, il y en a une là qui te viendra en tête, qui était dans ce cas de figure là, ou oui, il y a une histoire que j'ai faite en Afghanistan sur des femmes rangers. Donc ce sont des femmes qui s'occupent d'un parc naturel là-bas, et moi je trouvais cette histoire elle est hyper intéressante parce qu'on a cette image de la femme afghane en burqa bleu, et voilà, c'est tout ce qu'on voit dans les médias, peut-être un peu moins maintenant, mais moi je trouvais ça passionnant de voir ces femmes non seulement qui étaient pas en burqa, bon elles étaient voilées mais elles étaient pas en burqa, et qui avaient cette responsabilité d'entretenir ce parc et de dire aux gens, donc que ce soit à des femmes ou à des hommes, ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Donc je les ai suivis, et une en particulier pendant une semaine, et j'étais convaincue que mon histoire était intéressante et qu'il fallait le montrer aux gens, parce que la femme afghane, c'est pas seulement une femme soumise en burqa bleu, quoi. Mais bon, voilà, malgré ça, je l'ai proposé, mais ça a pas pris. Parfois, c'est pas la bonne période. Ouais. Parfois, si on propose au féminin, c'est pas assez sexy. Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup de paramètres, ouais. Et du coup, comment tu sélectionnes tes histoires ? Enfin, c'est des instincts ou des choses que t'entends et t'as envie d'aller voir, ou... Ouais, ça dépend. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'actualité, par exemple. La première fois que j'étais à Gaza, c'est parce qu'il y avait la guerre. Donc j'ai couvert la guerre de 2014. Et puis de ça, s'est écoulé une envie de raconter aussi ce qui se passe après la guerre. Parce que c'était hyper médiatisé pendant le conflit. Et puis après, dès qu'il y a eu le cessez-le-feu, tout le monde se casse. On n'en parle plus, alors que les gens, ils sont là. Ils ont perdu des êtres chers, ils ont perdu leur maison, leur champ, tout ce qui leur appartenait, mais on n'en parle plus. Alors que la crise humanitaire, elle était là, quoi, après le conflit. Et moi, ça me rendait dingue qu'on n'en parle plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de... Et donc, ça, c'était le reportage Gaza The Aftermath. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment on dit en français ça, du coup, l'après-coup, l'après-guerre, ouais. L'après-guerre, ouais. Mais du coup, tu vois, par exemple, sur le sujet des femmes rangers en Afghanistan, comment t'as eu vent de cette histoire? C'est parce que c'est des choses qui n'avaient pas été couvertes? Non, évidemment, il faut se documenter. Moi, je suis tombée sur un article là-dessus. C'était dans Al Jazeera. Mais voilà, il y avait pas beaucoup de photos. Bon, j'ai lu l'histoire, mais il y avait pas eu un suivi. Enfin, moi, j'aime bien suivre les gens jusqu'à chez eux. Je suis assez intrusive. Mais voilà, je pense que la vie quotidienne des gens, c'est ce qui parle aussi aux autres.
parce que on s'identifie à ces personnes. Et c'est ça qui, je pense, fonctionne, quoi. Quand t'arrives sur place, j'imagine, tu sors pas ton appareil photo tout de suite? Non, bien sûr, quand on fait un sujet, surtout avec des gens, que c'est chez eux ou quoi, il faut d'abord apprendre à les connaître, il faut gagner leur confiance aussi, expliquer le projet, l'histoire, pourquoi on veut le faire, dans quel but. Enfin voilà, moi je suis toujours assez transparente par rapport à ce que je veux faire. Et c'est clair que on sort pas directement à l'appareil photo. Voilà, si c'est un reportage, une commande, mais que voilà, les choses sont bien claires et que je suis là juste pour prendre des photos, ok. Mais si c'est plus pour du long cours où je dois suivre un peu une famille ou une personne dans son quotidien, on sort pas l'appareil photo tout de suite, ou on le sort pas tout le temps non plus, parce que parfois les gens veulent juste boire un thé, parler et pas forcément se faire photographier 24 heures sur 24, quoi. C'est ça. Et donc, ça veut dire aussi que dans ton travail, au-delà de la photo, il y a aussi toute la partie d'avant qui est d'enquête, parce que si tu lis un article dans Al Jazeera ou n'importe quel journal, c'est pas pour ça que t'as le nom et l'adresse et le numéro de téléphone de la personne. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a... Et comment ça se passe, ça, du coup, tout ce travail d'enquête? Évidemment, il y a tout le travail à l'avance est hyper important, parce que, enfin, je trouve, on peut pas partir comme ça, je vais faire ce reportage, et voilà. Advienne que pourra. C'est ça. Il faut tout préparer à l'avance, et surtout en ce moment où la presse est souvent aussi la cible de plusieurs groupes ou des gouvernements, donc il faut se préparer. Donc il y a tout ce travail de recherche, non seulement pour connaître le sujet, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut raconter. Il y a le travail aussi de trouver un fixeur. Donc dans le jargon journalistique, un fixeur, c'est quelqu'un qui nous guide sur place et qui est super important en fait. Parfois, il est tout aussi important que le journaliste qui fait l'histoire, parce que c'est lui qui a les contacts, parfois, et c'est lui qui connaît, lui ou elle, qui connaît le terrain et qui peut nous dire, vaut mieux pas aller là, parce que c'est vraiment la personne dont ta sécurité dépend sur le terrain. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Sauf si t'es un peu embed avec l'armée. Avec l'armée ou quoi, mais c'est... Embed, pas embarqué. Pas dans le lit. Alors, embedded. Embed, oui, c'est ça, mais donc embarqué. Embarqué. Non, mais plus pour être sûr. Pas non, dans on le lit. Pas avec les militaires. Non, c'est ça. Non. Pourquoi pas? Oui, chacun fait ce qu'il veut. Vaut mieux pas. Mais... Donc, c'est parfois notre vie même dépend de ces personnes. Donc, il faut trouver la bonne personne de confiance sur place, qui parle aussi évidemment la langue locale, parce qu'on parle pas toutes les langues. Et ta langue à toi, du coup, ouais. Et sa propre langue évidemment pour traduire, ou bien l'anglais dans mon cas. Et puis il faut savoir ce qu'on veut faire, parce que on reste pas forcément sur place, donc il faut aussi savoir où on va loger, si on a besoin d'une voiture ou pas, s'il y a des vols internes à prendre. Donc tout ça s'organise parfois des mois à l'avance, plus la recherche de fonds pour pouvoir pour pouvoir partir. Donc ça prend du temps. S'il faut écrire des dossiers, parce que des bourses on les a pas comme ça, quoi. Il faut savoir aussi écrire des dossiers pour demander ces bourses, pour justifier les frais. Donc il y a beaucoup de travail en amont. C'est la partie émergée de l'iceberg, qui est beaucoup plus grande du coup que la petite pointe du résultat final, quoi. Ouais, c'est un travail qui d'habitude est fait par une équipe, et que là tu fais toute seule, ou t'as quand même des gens qui t'aident, t'as des... Il y a des deux, parce que comme j'ai dit, j'appartiens au collectif Huma. Ah oui, c'est ça, donc vous vous entraidez. Donc il y a mes projets perso, là où je fais tout toute seule, et puis il y a les projets collectifs, comme le dernier projet, c'est sur le football féminin. Ok. Donc on a fait différents reportages sur des jeunes filles et femmes qui jouent au foot un peu partout dans le monde. D'accord. Mais c'est pas seulement sur le foot, c'est ce que leur apporte le foot dans la vie quotidienne, et c'est un outil d'empowerment et de confiance en soi, prise de confiance en soi à travers ce sport. Et pour ça, on a travaillé en équipe, non seulement pour préparer les reportages, mais aussi pour trouver les fonds, parce qu'on est quand même parti dans une dizaine de pays différents, donc ça a un certain coût. Et donc ça, c'était vraiment, c'est toujours, parce que c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Et vous savez déjà à qui vous allez le vendre, comment? On l'a déjà vendu déjà, pendant la Coupe du Monde 2019.
où le football féminin était très médiatisé. Ouais. Donc on l'a vendu à plusieurs médias. Et maintenant l'objectif, c'est d'avoir une exposition itinérante. Donc là, c'est pour bientôt, c'est pour. Voilà, pour le coup, sur ce truc-là, vous avez eu du flair parce que c'était pas dit que pile 2019, soudainement, les gens allaient finir par s'intéresser grâce à la Coupe du Monde au foot féminin, quoi. Donc. Ouais, ça a commencé avec Frédéric Poels qui voulait faire un reportage sur mon équipe de foot parce que je joue au foot. Ça a commencé comme ça, et puis Laure de Rennes, donc journaliste du collectif. S'est joint à lui pour faire les textes, et puis on s'est dit mais pourquoi pas élargir le projet plutôt que faire une équipe en Belgique, pourquoi pas faire ça au niveau mondial, parce que on voit ce que ça apporte aux femmes qui jouent dans cette équipe. Donc on a commencé à faire des recherches, un peu voir quels étaient les projets sociaux autour du football, et au fait il y en a partout. Tout le monde, toutes les femmes dans le monde jouent au foot. Et ça l'a. Tout le monde joue au foot. Tout le monde joue au foot. Ouais, non, si, c'est clair. Et voilà, on a agrandi l'équipe, et c'est devenu un sacré projet. Et évidemment, on savait qu'il y avait la Coupe du Monde 2019 en France, et on s'est dit, ce sera une opportunité pour pouvoir faire parler de notre projet. Et donc là, quand c'est comme ça un projet collectif, il y a aussi bien la partie photo, la partie rédactionnelle. En tout cas, c'est vraiment un espèce de court reportage clé en main où il y a tout dedans. C'est ça l'idée ou pas forcément Oui, non, les photos vont pas sans les textes et vice versa. Plus l'expo aussi. Ça, c'est a posteriori. Ouais. Donc il était hors de question de publier des photos avec des simples légendes. Non, ça allait avec. Ça va avec les textes des rédactrices. Tu prends tout, tu prends rien. Exactement. Mais par exemple, pour le reportage dont on a parlé tantôt sur les femmes afghanes rangers dans le parc naturel, là il y avait aussi une partie écrite qui était accolée à ton projet, ou parfois aussi tu vends que les photos et ton histoire, et puis c'est un journaliste du quotidien ou du magazine qui vient. Ça c'est moi. C'est moi qui fait le texte. Celui-là n'a pas été publié, mais par exemple le reportage sur l'huile de palme, c'est un gros projet. J'ai fait de la vidéo, du texte et des photos, quoi. Donc c'est pas que des photos en fait, ton travail, c'est vraiment. C'est paru comme ça dans la Livre Belgique. Donc il y avait la partie papier, donc avec une ou deux photos et le texte, et puis il y a toute une plateforme multimédia où il y a texte, photo et vidéo, quoi. Ok. Moi, j'avais juste compris, j'étais juste photo. Mais en fait, c'est vraiment tout, quoi. Il y a la partie enquête. Parce que c'est comme ça que tu te présentes et que tu te définis, mais Oui, tout le monde fait pas comme ça, hein. Oui, tout à fait. C'est juste la manière dont je fonctionne. Et s'il y a une journaliste ou un journaliste qui m'accompagne, tant mieux. Lui ou elle fait les textes, moi je fais les images ou les vidéos. Ou pour les projets de commande, où j'imagine c'est je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus, il faudrait des photos, est-ce que tu peux m'aider? C'est ça l'idée. C'est ça, mais voilà. Mais de toute façon, moi je suis pas juste là pour faire clic, quoi. Je m'intéresse quand même. C'est ça. T'es journaliste avant tout, quoi. Ouais. Mais et donc cette idée de joindre la photo au journalisme, ça t'est venu donc pendant tes études à l'IEX, ou déjà avant tu te disais que c'était quelque chose dans lequel tu voulais aller? Non, avant que je commence l'IEX, je voulais être journaliste sportive. Ok. Parce que tu faisais déjà du foot. Voilà. Grosse fan de foot. Je suis toujours fan de foot. Et on pourra parler de la Super League alors. Super League. Yes. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je voulais, commenter des matchs de foot. Et puis je suis partie 1 an en Australie pour perfectionner, apprendre l'anglais. Apprendre le foot. non, là, j'ai pas fait du foot, j'ai fait du surf. Ok. Et il y avait après les cours, on avait le choix entre plusieurs activités, dont lire les journaux. Je vais lire les journaux. Et en fait, c'est marrant comme activité, lire les journaux. Oui, pour parfaire ton anglais, au fait. Okay. Tu pouvais soit regarder des films, ou t'avais des tables de conversation, où il y avait lecture de journaux. Oui, c'est ça, c'était pas soit tu vas, je sais pas, justement faire du surf ou que sais-je, non, il fallait que ça reste dans le building, quoi. C'était l'école. Genre, imagine, t'as toutes les activités cool et lire les journaux, et t'as choisi lire les journaux. C'était pour ça que ça me paraissait chelou. Après, pourquoi pas un club de journalisme dans une école, tu vois, mais effectivement. Lire des journaux.
Je suis mauvaise langue. Bah oui, complètement. Un kiosque, quoi. Il y a un kiosque. C'est ça. Donc, c'est option kiosque. Non, ça faisait partie du cursus. Tu pouvais pas te casser et faire la fête en anglais, quoi. Et donc, moi, j'ai pris cette option-là et donc, je commençais à lire les journaux, à m'intéresser un peu à ce qui se passait dans le monde et je me suis dit, bon, il y a quand même des choses plus intéressantes que le football. Et donc, voilà, j'avais déjà l'idée de faire l'IEX et c'est juste que quand je suis revenue d'Australie, je me suis dit, bah, je vais faire l'IEX, mais pour autre chose, quoi. Pour faire BBC World, grand reporter et puis on a eu nos premiers cours de photo. Ça m'a plu. Et donc, c'est là que je me suis posé la question, voilà, je veux être journaliste, mais je sais pas encore quel médium je veux faire. Je veux utiliser, bon, la radio, désolé, hein, mais c'était pas mon truc. Ce n'est pas de la radio. Ce n'est pas de la radio, ce sera c'est du pas la radio. C'est un podcast, c'est pas de C'est de la la radio. radio, mais en mieux. Ouais. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en Palestine parce qu'il y avait un programme d'échange, enfin, pas d'échange, mais voilà, une association qui réunissait des journalistes professionnels de France, Suisse et Belgique avec des étudiants de France, Suisse, Belgique. Et j'ai eu la chance de faire partie de ce projet. Et il fallait à l'avance que je décide qu'est-ce que je voulais faire et avec quel médium. Je dis bon, bah je vais essayer la photo parce que ça me plaît. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Wilfried Estève et Virginie Thérèse, qui sont les fondateurs de l'agence Hans Lucas. Ouais. Et c'est eux qui m'ont un peu... parce que voilà, on touchait à la photo à l'IEX, on nous apprenait un peu ce que c'était la photographie de presse, photographie des événements culturels et tout ça, mais c'est vraiment pendant ce voyage qu'on m'a appris ce que c'était raconter une histoire à travers des photos. Parce que ce qu'il y a aussi à l'IEX, c'est que c'est... Enfin, peut-être plus les années passent, plus tu te spécialises, mais il y a quand même un truc où justement l'idée c'est de te permettre de toucher à tout pour un peu genre voir ce qui te correspond, ce que t'aimes et justement par quel média tu as je sais pas une facilité pour raconter les histoires. Mais donc effectivement, il y a plein de cours, ce qui fait que les différents cours sont pas, tu peux pas aller tant en profondeur que ça, que si c'était une école de réalisation vidéo ou une école de photo. Bah après, je pense que si en master, tu peux quand même un peu plus te spécialiser. Mais bon, voilà, dans mon cas, j'avais l'IEX, mais après, je faisais mes petits trucs à côté. Et puis il y a eu ce truc, enfin ce voyage en Palestine qui m'a persuadé que c'était ça que je voulais faire, quoi. Et c'est là, du coup, que tu t'es dit, ou qu'on t'a dit d'aller au Danemark pour la formation photo, ou pas forcément, c'est après parce que toi t'étais dedans et tu t'es dit c'est là que je dois aller? Non, mais ça faisait partie du programme Erasmus. Okay. Donc je savais que je voulais partir et puis j'avais il y a mon ami Gaëtan Nerings qui a cofondé le collectif Huma, qui était parti un an avant moi et qui m'a dit que c'était génial et que si je voulais être photojournaliste, c'est là que je devais aller, quoi. Okay. Et donc c'est pour ça que j'ai postulé et en soi, j'étais sur la liste d'attente. J'étais hyper triste, j'étais sur la liste d'attente et puis quelqu'un, je sais même pas qui c'est, mais merci, quoi, c'est désisté et voilà, j'ai eu la place et j'ai eu la chance de faire ce cursus, quoi. Et puis quand t'es revenu, t'as décidé de repartir en Égypte à ce moment-là? De partir, ouais, parce que mon travail de fin de semestre au Danemark, je l'ai fait au Liban. Voilà, c'était sur les réfugiés dans les camps dans le camp de Shatila. Et je me suis dit, je veux travailler dans toute cette région. Et puis bon, c'était 2011, révolution arabe, c'était là que je vais aller, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en Égypte. C'est ça. Donc t'étais là pendant un an après la révolution, mais ça a bien bougé, quoi. Pendant 2-3 ans. Ouais. Ça a continué. Ça a continué, ouais. Encore un peu maintenant, non? Ouais, pas trop. Non, c'est sous une dictature, on va dire. J'ai plusieurs questions, je sais pas dans quel sens aller. En fait, j'en profite, hein, tu vois, on invente qu'on fait des podcasts, comme ça je peux enfin te poser genre toutes les questions que je t'ai jamais posées. Pour Gaza The Aftermath, t'as eu un prix à Bayeux.
Ça a été exposé à Ça a Bayeux. été exposé à Bayeux. Mais je vous ai déjà entendu parler de Bayeux plusieurs fois. C'est genre un peu un truc important, ça, je sais pas trop. Parce que je sais qu'il y a genre Visa pour l'image, c'est l'espèce de Cannes du photoreportage. Ouais, c'est ça. Et Bayeux, c'est le Sundance du photoreportage. Non, Bayeux, c'est plus pour le reportage de guerre, en fait. Okay. C'est focalisé là-dessus, mais ça regroupe tout. C'est l'écrit, radio, photo, vidéo. Donc c'est vraiment le prix Bayeux Calvados, c'est une semaine où il y a tous les reporters de guerre qui vont là, où ils exposent différents reportages, il y a des débats, il y a des projections, il y a une foire du livre. Voilà, c'est une semaine consacrée au reportage de guerre. Et donc Gaza The Aftermath a été exposé. C'était en 2016 2016 ou 2017, je sais plus. Et il y a eu un prix, donc on a eu un prix sur un reportage qui a été fait en Ukraine. Donc c'était un prix mais vidéo cette fois, que j'ai co-réalisé donc avec Dastan Al-Tahir, et qui a eu le prix des étudiants de la région de Normandie. C'était un reportage vidéo. Et Bayeux, du coup, c'est un endroit? Bayeux, c'est en Normandie. Ok, c'est en d'accord. Normandie, ouais. Et du coup, l'autre, Visa, t'as parlé d'un autre? Ouais, Visa pour l'image. Ça, je sais pas si tu sais, parce que, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est la mecque du photoreportage, photojournalisme. C'est ça, Visa pour l'image. Donc, c'est un festival de photojournalisme qui a lieu tous les ans à Perpignan. Donc, la première semaine de septembre, c'est la semaine pro. Et puis, pendant plusieurs semaines, il y a des expositions de différents photojournalistes. Et pendant cette semaine pro, il y a donc les expos, mais il y a aussi des débats autour du photojournalisme, autour des sujets qui sont exposés, par exemple. Et il y a des soirées de projection et il y a aussi des remises de prix. Donc pendant l'année, les organisateurs font appel à différents projets pour leurs prix et leurs bourses. Et voilà, c'est vraiment, c'est le Cannes, comme t'as dit, du photojournalisme, parce que tout le monde, enfin, quand il y avait pas Covid, tout le monde, tous les photojournalistes de toute la planète se rendent là pour se voir, mais aussi pour présenter leurs travaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des lectures portfolio pendant cette semaine de professionnelle où on peut présenter son travail à différents éditeurs, directeurs de presse. Donc c'est hyper important en fait pour les photojournalistes d'aller là, voilà, pour essayer de se faire connaître, pour montrer ses sujets. Si par exemple les éditeurs n'ont pas répondu à nos emails, ce qui arrive très souvent. Donc voilà, c'est important, c'est un peu fatigant, c'est une ambiance assez particulière parce que voilà. Oui, c'est ça, c'est semi-travail, parce que tu vas là aussi pour te refaire un réseau, pour faire des contacts pro, mais en même temps, il y a des conférences, il y a des trucs. Donc... Ouais, et puis comme tu vas les copains aussi, il y a les copains, et puis il y a aussi justement le côté un peu hyper compétitif, et comme c'est quand même, ça reste un métier ultra précaire, donc forcément tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Du coup, il y a une compétition entre photoreporters. Il y a une ambiance un peu, que moi je trouve en tout cas parfois. Un peu malsaine, parce que tu vois, quand tu vas au bar le soir, t'as tous les photographes qui essayent de se faire un peu pote avec les éditeurs. Enfin voilà, moi c'est ma perception. Après, si le directeur du festival entend ça, il va pas m'aimer, mais non, mais c'est le principe un peu de tous les trucs professionnels comme ça, où tout le monde met son beau masque de sociabilité, et puis c'est le jeu du connecting people et tout ce que je déteste aussi par-dessus tout. Après, pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent approcher ce genre d'événements comme ça, mais il y en a d'autres qui vont aussi bien sûr, se retrouver en franche camaraderie. Oui, bien sûr. Ça dépend aussi ce que tu as en tête, ce que tu veux en faire de cette semaine. Carrément. Soit tu vas là juste pour voir les potes et te faire plaisir, faire des expos, des projections, et tu t'en fous du côté pro, soit tu vas là, c'est pour te faire ton réseau et que tu veux vendre tes sujets. Voilà. C'est ça. Et après, je pense qu'en fonction de la manière dont tu abordes le truc, tu peux faire les deux en étant tout à fait cool. Exactement. Je fais encore le parallèle avec la musique, mais c'est comme ça que ça se passe quand tu vas dans un festival pro. Il y a forcément tous les programmateurs qui sont là, et en même temps, il y a tous les bookers qui sont là. Et tous les bookers essayent de vendre leur groupe aux programmateurs.
Qui sont du coup un peu comme des coques en pâte. Ouais, non, mais c'est ça. Tu te pavanes et tu te fais courtiser de tous les côtés. Donc voilà, il y a moyen que ce soit un moment quand même de franche camaraderie, même si tout le monde a son petit morceau de truc à vendre, quoi. Et puis pour les éditeurs aussi, eux aussi ils sont à la recherche de sujets, mais c'est aussi hyper fatigant pour eux. Enfin, il y a une centaine de journalistes qui leur montrent des sujets tout au long de la journée. Parfois je me mets à leur place, je dis ça doit être rude, quoi. Oui, à la fin tu sais plus ce que tu vois, tout est flou. Et autre question, les 2 festivals que tu as cités, ils sont tous les 2 en France. Il y en a que en France ou il y en a ailleurs? Parce que non, bien sûr, il y en a ailleurs, il y en a aux États-Unis, il y en a même c'est moins facile d'y aller. Au Cambodge, en ce moment, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est pas facile d'aller nulle part. Ouais, c'est ça. Non, il y a pas que là. En Italie aussi, je crois. C'est juste que ceux-là sont vraiment très connus, quoi, au niveau international. Quand tu regardes tous les endroits qui exposent, tous les musées, enfin, moi, ça fait sens que ce soit un peu en France, en tout cas, ce festival. Et puis, de toute façon, si on parle de Visa pour l'image, c'est à l'initiative d'un Français. Donc voilà, peut-être que quelqu'un d'autre prendra une telle initiative ailleurs, mais pour l'instant, c'est dur de faire compétition avec son festival, quoi. Et du coup, comme tu parlais de lieu d'exposition, coucou le musée de la photo à Charleroi. Bah oui, c'est ça. Ici, on a aussi plusieurs endroits. Le musée de Charleroi, on a celui à Anvers. Quand tu regardes aussi au Beaux-Arts, enfin, il y a plein d'endroits de photographie en Belgique, mais c'est sûr que, enfin, il y a aussi des festivals photo, hein. Là, on va avoir Photobook Festival à Liège. Oui, le Photobook Festival, la BIP de Liège. La BIP. On va citer tous les copains. Et d'ailleurs, il y avait pas un truc comme d'hab. Il y a pas un truc avec où ils ont dû changer leur nom et c'est devenu la fusée de la motographie au lieu du musée de la photographie. Il y a pas une histoire comme ça? Ça me dit rien, je sais pas du tout. Si, moi, ça me dit quelque chose, mais il y a eu une espèce d'affaire comme ça. Mais c'était le recyclard, c'est pas ça? C'est pas eux qui voulaient faire le musée de la photographie ou un truc sur la photographie. Et justement, le musée de la photographie de Charleroi leur a dit, non, ça c'est notre nom. Et ils ont fait une espèce de vanne un peu nulle. Fusée de la Bref, on mettra ça en commentaire. Mais et alors, est-ce que vous aviez monté ou commencé à monter ou j'ai plus suivi le projet entre l'idée et le déroulement, mais freelance, ça c'était. Alors, est-ce que c'était pas vraiment un festival, c'était quoi? C'était plus une. Non, freelance, c'était une association à la base pour défendre les droits d'auteur des photographes. Alors peut-être je mélange. C'était pas ça, tu vois, c'était un truc où justement il y avait des projets à déposer, il y avait une commission. Oui, mais ça, au fait, freelance, c'était à la base une assoce pour protéger pour défendre les droits d'auteur des photographes, puis ça a évolué petit à petit en quelque chose de plus gros et qui effectivement maintenant lance, a des concours pour les photographes, qui met en valeur, la photographie, mais dans tous ses styles. Donc moi j'ai fait partie de cette organisation pendant quelques années, mais là j'y suis plus. Et qui ont ce projet de mettre en avant aussi les jeunes talents, pas jeunes talents parce qu'ils sont jeunes, mais les photographes qui commencent, carrières, talents émergents. Ouais. Voilà, talents émergents. Ah oui, non. Et donc pour revenir juste avant, c'était quoi alors le problème avec les droits d'auteur? Si vous avez monté une asso pour les droits d'auteur? Je l'ai pas monté, c'est juste que j'ai rejoint le projet, mais c'était tout ce qui était l'utilisation de DR, donc quand on utilise une photo et qu'on met pas le crédit, quoi, par exemple. Et si on met pas le crédit, on rémunère pas le photographe non plus. C'est ça. Donc c'était au départ très militant pour vraiment mettre en valeur les droits d'auteur des photographes, quoi. C'est ça. Et qu'il y ait plus cette mention dans les journaux. C'est ça, parce que DR, ça veut dire... c'est ce que j'essaie de me rappeler, c'est droit... De la rédaction. Droit de reproduction. Pas de reproduction. Je crois que c'est un truc de la rédaction, ça veut dire que ça appartient à la rédaction et donc ils sont pas obligés de mettre le nom parce que, je sais plus... demandez à Google. Oui, c'est ça. Indication. Donc DR, ça veut dire droit réservé. Oui, voilà, droit réservé. Indication que l'œuvre est soumise au droit d'auteur, mais qu'on n'en connaît pas l'auteur. Pratique. Alors c'est que pratique, c'est pas alors vrai, que quoi. souvent ils le connaissent. C'est un peu de la fumisterie.
enfin, il y a toujours moyen de connaître, ou bien on utilise une photo où on connaît l'auteur. Enfin, voilà. Oui. En gros, c'était ça. Ou bien en Google Images, ça marche pas bien. Moi, j'avais encore plusieurs questions aussi que je voulais te poser. Peut-être d'abord. Alors non, je ne sais pas dans quel sens aller. Bon, déjà sur tout ce qui est justement les reportages en zone de guerre, sur le front, vraiment dans des endroits tendus où ça se fait canarder, où tu t'entends les avions qui passent et tout le bazar. Genre, à la fois quand t'y vas, quand t'y es, et quand tu reviens, genre en tant que juste être humain qui peut ressentir la peur, j'imagine. Ça se passe comment? Ça se gère comment? Le retour? Déjà sur place, enfin quand t'es dedans, et peut-être éventuellement si t'as de l'appréhension avant d'y aller. Oui, évidemment. S'il y a pas d'appréhension, s'il y a pas de peur, c'est que c'est pas normal, quoi. Parce que en tant qu'être humain, on réagit aussi face à la peur, et donc je pense que sur le terrain, il faut avoir peur. Sinon, il y a plus de limite et on se met facilement en danger. Donc, comme je dis avant, il faut sûrement bien préparer quand c'est un pays en conflit, être sûr d'être entouré des bonnes personnes. Généralement, on part pas non plus seul sur un terrain en guerre, sûrement plus maintenant. Le truc, c'est qu'il faut se rassurer déjà avant de partir. Donc, on sait qu'on va, par exemple, je sais pas, sur une ligne de front. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut rapporter de cette ligne de front. On se dit quand même, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que bon, si ça en vaut pas la peine, on va pas là pour le fun, quoi. Et on est aussi certain qu'on va là avec des personnes de confiance, et je l'ai déjà dit. Et voilà, après, si je dois prendre un exemple plus récent, quand il y a eu la marche du retour à Gaza, donc c'était ces affrontements à la frontière entre Gaza et Israël, entre les soldats israéliens et les manifestants. Ça allait dans tous les sens, quoi. Bon, les manifestants gazaouis, c'était juste lancer des cailloux, des cocktails Molotov et des trucs comme ça. Et de l'autre côté, ça tirait, quoi. Ça tirait balles réelles, surtout dans les jambes. Et parfois, c'était fatal, et ça durait vraiment sur plusieurs jours, où il y a eu aussi une journée où c'était vraiment violent. Et là, il y a eu plusieurs fois où des personnes à côté de moi étaient touchées, quoi. Et vraiment, on s'est demandé avec les autres journalistes si c'était pas fait exprès pour nous faire déguerpir, parce qu'il y avait vraiment des gens qui tombaient à côté de nous, quoi. Et bon, à un moment donné, j'ai dit, j'ai assez de photos, ça sert à rien que je reste. Ça sert à rien que j'ai plus d'images. C'est bon, j'ai de quoi raconter, j'ai de quoi dire par rapport à ce qui se passe ici. Ça sert à rien que soit je me mets en danger, ou que je mette, je sais pas, les gens qui sont autour de moi. Je comprenais pas, quoi. J'ai pas envie que quelqu'un encore se prenne une balle à côté de moi. Donc voilà, il faut poser ses limites quand on est sur place. Si on a de quoi faire passer notre message, autant pas risquer notre vie et surtout pas risquer celle des autres, parce que le fixeur, la fixeuse, elle est avec nous, quoi. Donc il faut aussi penser à eux. Et après le retour entre guillemets à la normale, je sais pas, il y a différentes manières de l'aborder. Soit on reste dedans, on travaille sur nos editings, sur l'histoire. On voit les potes, la famille. Il y a différentes manières, ça dépend aussi de ce qu'on a vécu. Une fois, quand j'étais en Syrie, donc c'était au tout début de la guerre, donc c'était 2012, j'étais au mois de décembre et je suis revenue pour Noël. Très mauvaise idée, parce que je revenais d'un pays en guerre, et un jour après, 2 jours, parce que 2 jours, tout le monde était là. Ouais, le contraste. On fête Noël, on s'offre des cadeaux, on mange à notre faim. En plus, c'était légèrement un peu famine à Alep. Plus les feux d'artifice, c'était un peu le bug, quoi. Et je me suis dit, c'était une mauvaise idée. Mais bon, voilà, après, ça passe avec le temps, mais c'était juste au moment même des fêtes, c'était pas. Enfin, j'ai pas apprécié de retour ici, quoi. Tu t'es dit, bon, les retours pour Noël, on va plus faire ça. En tout cas, pas directement après un pays en guerre. Le contraste était fort, quoi. Ouais, hyper fort. Et tu comprends pas. Enfin,
sur le coup, tu comprends pas comment les gens ils peuvent fêter Noël, comment ils peuvent faire la fête, manger comme ça, se faire des cadeaux, ils se rendent pas compte de ce qui se passe en Syrie. Alors que non, c'est normal quoi. On a notre vie aussi. Voilà, on n'est pas un pays en guerre, donc on va pas pleurer toutes les misères du monde, mais voilà. C'est pas. Mais pour toi qui te retrouvais un peu entre les deux, c'est compliqué à vivre. Ouais. Du coup. Ouais. Je comprends ça. Et je pensais à ça parce que quand t'expliquais justement là sur la marche à Gaza, que peut-être il y a un truc où tu t'es demandé, enfin il y a sans doute d'autres cas de figure où tu peux te demander si spécifiquement la presse, enfin les journalistes sont visés. Je sais plus la temporalité, si c'était il y a 2, 3, 4, 5 ans. Mais il y avait pas un truc comme ça où je sais plus si c'était à Kaboul, mais en tout cas c'était en Afghanistan, et où Amador était sur place. Non, où il y a eu un truc où genre ils font détonner une première bombe pour faire venir les journalistes. Ouais, mais ça c'est assez courant en fait, que ce soit en Afghanistan ou voilà, où il y a des groupes terroristes ou enfin voilà, où il y a des conflits. Souvent il y a une première bombe. Et généralement, on sait qu'il faut pas y aller directement après parce qu'il y en a une deuxième qui arrive, que ce soit pour les journalistes ou pour les services de secours ou tout simplement pour les gens qui veulent aider, quoi. Je pense pas que c'est spécialement pour les journalistes. Effectivement, en Afghanistan, il y avait eu ça où il y avait eu une première bombe qui avait explosé à Kaboul et puis les journalistes de l'AFP sont arrivés pour couvrir le truc et il y a eu une deuxième bombe, quoi. Donc faut faire gaffe à ça. Bon, après les deuxièmes bombes, je sais pas si je crois que ça vise juste pour faire le maximum de victimes possible, que ce soit des journalistes ou pas. Mais oui, c'est vrai que de nos jours, quand je lis un peu comment était le journalisme avant et comment ça l'est maintenant, les journalistes sont de plus en plus des targets, quoi. Mais oui, parce que tu vois, même sur les gilets pare-balles, t'as ton scratch où tu mets presse dessus. En fait, ça va se demander si c'est pas contre-productif et plus dangereux et que t'es mieux d'enlever ton scratch presse, en fait. Ça dépend où on est, mais c'est sûr, quoi. Bon, à Gaza, je pense que, voilà, Israël est quand même pas pour viser, en tout cas, les journalistes européens, les journalistes Gaza, enfin, d'autres pays, les journalistes gazaouis, je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Mais il y a d'autres pays, faut faire gaffe, quoi. Il y a eu toute cette période en Syrie avec les kidnappings. T'avais plutôt pas intérêt à dire que t'étais journaliste. Donc, il y a ce moyen-là sur le front, mais il y a aussi d'autres choses où des journalistes se font assassiner, quoi, par rapport à leur reportage, etc. Donc, ça devient un peu triste. Enfin, on regarde l'Égypte, le nombre de journalistes qui se font emprisonner, journalistes et activistes. On les réduit juste au silence, quoi. Alors que, voilà, c'est un droit de liberté de la presse, quoi. Ouais, quand même, finalement. Je sais pas si Camille, si elle s'est faite assassinée parce qu'elle était journaliste ou parce que mauvais endroit, mauvais moment. Qui est Camille? Je suis désolée, mais... Donc, Camille Lepage, c'était une photojournaliste. D'accord. Donc, une jeune photojournaliste. Elle avait juste 1 an en moins que moi. On était au Danemark. Okay. En même temps. Elle suivait pas le cursus photojournalisme. Et puis ensuite, elle a été faire le stage en Égypte. Et puis j'ai suivi. Enfin, on a le même parcours et on était amis, quoi. Et pendant qu'elle faisait un reportage en Centrafrique, elle s'est fait tuer parce que voilà, le groupe qu'elle suivait s'est fait prendre en embuscade. Donc il y a une enquête qui est toujours en cours, mais a priori elle s'est pas fait tuer parce qu'elle était journaliste, c'est juste qu'elle était là avec ce groupe et plusieurs du groupe se sont fait tuer aussi et voilà, elle était là au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Et maintenant l'asso qui porte son nom, c'est quoi le but de l'asso? Donc l'association Camille Lepage, c'est une association qui veut aider les photojournalistes à poursuivre leur travail. Donc un reportage qui est déjà en cours, mais qui ont du mal à le poursuivre parce que financièrement c'est compliqué. C'était le problème de Camille, de pouvoir poursuivre ses reportages niveau financier, et c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Ouais. Et donc sa famille a décidé de créer cette assoce en son nom, en son honneur, pour que voilà les photojournalistes puissent continuer leur reportage sur le long cours
C'est ça. Avec un financement, et ce prix-là est décerné d'ailleurs à Visa pour l'image. Et cette assoce aussi fait tourner des expositions du travail de Camille aussi. Ouais. Voilà, pour que son travail puisse être connu, vu, parce que c'était des thématiques qui lui tenaient vraiment à cœur. Donc voilà, sa maman travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Et du coup, je me demande aussi, juste, enfin, tu vois, donc on parle évidemment de ce que ça te fait, toi, quand tu reviens et que t'as juste vu des choses horribles, le contraste, tout ça. Mais aussi, un truc que je me demande, c'est genre justement ton éthique personnelle sur un moment ce qu'on pourrait appeler, comment dire ça, de l'esthétisation de la misère ou de la douleur, ou tu vois, comment ça se gère ça, comment ça se réfléchit. Le truc, c'est que bon, il y a plusieurs débats sur une bonne photo. Pour moi, une bonne photo, c'est une photo qui rapporte de l'information et qui fait passer le message. Mais comment une photo toute moche, on va dire surexposée, où le sujet est pas cadré, va faire passer l'info? Donc il faut un peu, il faut avoir l'info, mais il faut aussi pouvoir faire passer cette information, et ça c'est à travers l'esthétisme ou la force de la photo, quoi. Donc forcément il faut faire des belles photos pour avoir une bonne photo. Après je peux pas dire que quelqu'un qui est en train de mourir c'est une belle photo, mais voilà, il faut essayer de trouver, je sais pas, quelque chose de fort dans l'image, que en tout cas c'est mon opinion, pour que la personne puisse mémoriser et puisse se souvenir de l'image, pour justement faire passer l'information, quoi, et puisse se souvenir justement de cette image. Et si au moins la personne qui voit cette photo réfléchit à la problématique qui est posée, réfléchit à la situation, c'est déjà un combat de gagné, et pour ça il y a rien à faire, il faut que ce soit un minimum esthétique. C'est un peu bizarre le nom, et voilà, il faut que, en tout cas, que ça accroche l'œil, quoi, voilà, d'une façon. Il faut que ça accroche l'œil. Et pour ça, il y a des règles, quoi, pour accrocher l'œil. Oui, alors il y a toutes les règles photographiques, mais oui, c'est ça. Mais je veux dire, au-delà de l'accrocher l'œil, surtout être lisible. Oui, c'est surtout ça, en fait. Faut que l'image soit lisible. Faut pas que ce soit, je sais pas, surex. Faut pas qu'il manque, je sais pas, la moitié du visage. Bon, sauf si c'est fait exprès. Il y a des photos qui sont faites exprès. Mais voilà, il faut, il y a des règles de cadrage, enfin, les bases, quoi. Tout ce qui est lumière, faut jouer un peu avec la lumière. Voilà, bon, dans le photojournalisme, il n'y a pas de règles artistiques à suivre. Oui, c'est ça. Mon intervention a l'air con comme ça quand je disais qu'il y avait des règles. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des manières de composer une photo pour qu'elle ait pour qu'elle joue le rôle qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle marque les gens pour que les gens la retiennent, quoi. Il y en a, mais moi j'y crois pas trop, en fait. Enfin, je vois pas, il y a plein de photos où on respecte pas ce recadrage, je sais même plus comment ça s'appelle. La règle des tiers, non? Ouais, voilà, la règle des tiers. Enfin, moi je crois pas trop en ça, en tout cas pour ce qui est le photojournalisme. Sûrement ça aide, enfin c'est sûr, mais voilà. Tu vois, je sais aussi, enfin je sais pas si c'est le genre de truc auquel tu penses, mais c'était justement en faisant des exercices sur la photo pour les magazines, où du coup t'as plusieurs photos pour illustrer un même sujet, où par exemple tu sais que t'en as une, elle va être pleine page, du coup plutôt pleine double page, donc tu vas pas aller centrer ton sujet parce que le gars il va être la tête coincée dans. Il faut penser à. C'est sûr que quand on fait un editing pour les médias, il faut penser un peu à comment est le magazine ou le journal et comment ça va être publié. Donc c'est sûr que si on a une photo avec un personnage en plein milieu et qu'on sait que ça va faire une double page, c'est pas la bonne photo, quoi. Mais du coup, ce travail d'application des règles entre gros guillemets, c'est quelque chose que tu fais après, tu le fais pas sur le moment parce que le contexte te permet pas, en tout cas quand t'es dans des zones compliquées, de réfléchir à la règle. Enfin, je pense. Non, en tout cas, moi je le fais pas. Il y en a sûrement qui le font, mais moi je réfléchis pas sur le terrain comment ça va être publié. Sauf si c'est une commande et qu'on m'a dit vraiment spécifiquement, il nous faut des verticales, il nous faut un portrait, mais pas avec le personnage au milieu. Enfin,
voilà, on a parfois des Et après, c'est quand tu passes en post-prod et en editing, tu fais ta sélection en fonction de quoi? Ouais, déjà, faut choisir les meilleures photos, c'est sûr. Les photos, comme on l'a dit, qui attirent l'œil et aussi qui rapportent l'information. Et après, ça dépend aussi où est-ce qu'on va publier. Mais voilà, il faut choisir les photos les plus fortes. Et ça, c'est compliqué parce que quand on n'a pas de recul, c'est toujours un peu difficile parce que nous, on a l'histoire du reportage, on a ce qu'on a vécu. Mais c'est pas ça. Et puis certaines, tu peux avoir un attachement. Voilà, on peut avoir un attachement, mais pour la personne qui va regarder la photo, c'est peut-être, ce sera sûrement pas le cas parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Donc c'est pour ça, parfois, dans le collectif, on s'aide aussi par rapport aux editing. Ouais. Parce que eux pourront voir la photo qui est la plus forte par rapport à d'autres. C'est ça, avec un affect différent. Ouais. Et moi, je me souviens qu'on s'était croisés il y a plusieurs années dans j'allais dire un playback, mais non, un backstage. Un playback. Parce que tu faisais un travail avec des groupes belges. Ouais. Et mais je ne me souviens plus ni du groupe, ni en quoi consistait vraiment le job. Mais c'est que c'est quand même un bon sujet pour faire une transition aussi, pour passer de l'un à l'autre, parce que la question pour aller sur comment ce projet-là, c'est aussi justement, est-ce que à des moments, tu vas toujours être quand même vraiment dans un truc humainement assez compliqué. Voilà, il y a ce projet-là sur la musique que t'as fait un moment, c'est un besoin aussi de faire une pause ou juste un autre endroit d'intérêt que t'as voulu explorer, et voilà. Ouais, ça c'est donc j'ai fait tout un sujet sur on a fait, c'était à deux, sur la scène musicale belge. Donc on a suivi le groupe Sunfjord, Ulysse et l'artiste Blue Sam. OK. Pendant un an, quasi, ouais. Enfin, la production en elle-même a été pendant 3-4 mois, donc pendant tous les festivals d'été, etc. Et puis un peu plus avant ou après. Et bon, je suis pas musicienne, mais j'aime beaucoup la musique. J'adore aller dans les festivals ou les concerts. Et c'était aussi un moment où je me posais un peu plus en Belgique et donc je me suis dit je veux faire quelque chose sur la musique. Ouais, c'était vraiment une envie de parcourir autre chose que des zones de conflit. C'est comme maintenant par exemple sujet sur l'huile de palme, c'est aussi explorer autre chose quoi, qui est plus lié à l'environnement. Et donc je trouvais que les artistes musicaux, on en a parlé, mais c'est le même combat un peu que les photojournalistes, photographes quoi. Il faut toujours se battre pour avoir des financements et on se bat parce que c'est notre passion en fait. C'est une passion et on veut faire de notre passion un métier. Et donc je trouvais ça hyper intéressant de suivre des groupes ou des artistes émergents en Belgique et voir comment eux ils s'en sortent quoi. C'est ça. Pour pouvoir vivre de ça. Et donc j'ai un peu regarder quels étaient les groupes. Je t'ai même demandé à toi des avis pour voir un peu quels étaient les groupes émergents en Belgique. Et t'as même pas dit Ititanita. Mais d'où? Mais vous êtes plus émergent depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes sur la scène. Arrête ton cinéma. Mais il y a 10 ans, on était émergents. Mais elle a pas fait ça il y a 10 ans. Non, j'ai fait ça en 2017. Oui, on était émergents. Vous étiez déjà des superstars, vous aviez fait le Puckle Pop. Oui, ça va, c'est pour rire. Mais en 2017, le Puckle Pop, non? Non, mais je sais même plus où c'était, en fait. C'était où qu'on s'était croisés, tu sais plus? Je sais pas. Peut-être les Nuits Bota, non? Un truc comme ça? C'était un peu partout. Il fait Nuits Bota, Dour. Tous les festivals. Non, mais je crois que c'était un festival en Flandre, peut-être. Mais... Ah, peut-être. Avec Blue Samu, alors, du coup. Ce serait Blue Samu. En Flandre. C'était pas la pelle noire de Zwart quelque chose? Non. De Zwartepelle? De Zwartepelle. On était à Gand, on a fait Couleur Café aussi. Non, c'était peut-être au Musicodrome à Hasselt. Je crois que c'est les 2 seules fois où on a joué avec Blue Samu. Est-ce que c'est important? Non, ça ne l'est pas. Mais je crois que ça l'est pour toi. Oui, donc on va t'aider. On a fait plein d'endroits avec Blue Samu. Je ne saurais même pas dire tous les endroits, quoi. Mais on a été en Flandre, ça c'est sûr et certain. Et donc le résultat de ce reportage avec les groupes émergents, ça a donné donc quoi ça a été financé par le Fonds pour le journalisme. Donc c'est une bourse dont les journalistes professionnels ont droit tous les 2 ans si on fait appel.
Donc on remet un dossier avec un accord de principe de publication dans un média francophone belge. Et moi c'était via parimatch.be. Donc j'ai proposé le sujet, que je voulais raconter un peu comment les artistes s'en sortaient, comment ils vivaient aussi, parce que il faut que j'aille chez eux, comme je suis une personne intrusive, qui était aussi leur quotidien, qu'est-ce qu'ils faisaient à côté pour gagner de l'argent, parce que tous ces artistes, ils avaient un métier, un autre boulot à côté pour pouvoir vivre, quoi. Et donc c'est ça que j'ai proposé, ça a été pris. Et ça a été un reportage sur parimatch.be, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'était multimédia. Ah ouais, c'était ça, parce que j'allais dire, c'était pas que photo, tu faisais de la vidéo. Ah non, il y a une grosse partie vidéo, un peu moins écrit, mais c'était vraiment vidéo écrit, parce que bon, c'est de la musique. Donc, la musique sans le son, c'est pas la même chose. Ça aurait été dommage. Et ouais, donc voilà, ça a été publié dans parimatch.be. Okay. On mettra le lien. Hein. Il existe toujours Oui, il existe toujours le lien. On mettra le lien le lien est dans la description. Et du coup, t'as un endroit où tu regroupes tous tes reportages. On est dans les liens. T'es déjà à la fin de l'épisode. Ah ouais, mince. Et je pensais ça, mais donc ça veut dire que si tous tes reportages sont sur ton site internet, c'est comme un média finalement. Oui, mais quand ce sont des reportages qui sont pas publiés, je mets pas l'entièreté. Ah oui, c'est ça. Et après, je suis pas très forte pour mettre à jour. Okay. Mais par contre, t'as le droit des trucs que t'as vendus de les mettre sur ton site. Ah oui, bah ça reste. Allez, sauf si c'est une commande d'un média, je reste propriétaire de tous mes reportages. Hein. Ouais. Jamais on m'a dit quelque chose parce que j'ai mis sur mon site internet. Quoi. Ok, oui, c'est parce que les trucs de droit, moi, je comprends pas trop comment ça marche. Donc... Non, je reste propriétaire de toutes mes images. Ok. C'est ça, mais donc oui, ça pourrait être comme un vrai média, puisque tu pourrais aller t'informer en allant sur ton site. Quoi. Bien sûr, mais si vous n'êtes pas trop friand de mise à jour. Après, mon site à moi, c'est pas le meilleur, mais avec le collectif Huma, dans une semaine, on va avoir un nouveau site internet et c'est vraiment une plateforme que je considère journalistique parce qu'il y a les photos, mais il y a aussi tous les textes. Oui, c'est ça. Sauf des projets en cours, évidemment, mais tout ce qui a été produit à l'avance, on retrouve tout le contenu journalistique. Donc c'est une vraie archive de tout votre travail. Ouais. Quoi. Ouais, ok, super. On mettra le lien. En plus, à ce moment-là, le site sera sorti. Ouais, donc, c'est trop bien. Exactement. Bim. Et quoi, est-ce qu'on a... je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voudrais qu'on parle? Non, je crois que vous avez tu fait parlais le tour. Il va y avoir une expo avec les photos de foot. Il va y avoir une expo itinérante dans tout Saint-Gilles. Okay. Pour le projet foot féminin. D'accord. Donc ça va commencer le 12 mai jusqu'au 12 juin. Et donc dans différents lieux de Saint-Gilles, on peut voir les reportages du projet What the Foot. D'accord. Est-ce qu'on sera dans les temps? Du coup, regarde Benja, parce que j'ai pas mon calendrier sur moi, mais peut-être qu'il restera 2-3 jours pour aller le voir. Exact, ce sera le 3 juin. Voilà. On est toujours là. Voilà, du donc, coup, on est en plein il dedans. Il y a l'expo What the Foot dans Saint-Gilles. Allez voir Saint-Gilles. C'est un parcours photographique, on va dire. Ok, super. Photographique, journalistique. Très bien. Est-ce que c'est pas le moment de faire des recommandations culturelles puisqu'on a déjà commencé? Oui, bien sûr. Qui se lance en premier? Parce que c'est toi qui commence, Vie. Ouais. Non. Non, voilà, donc c'est pas Vie. Je commence, moi. Allez, vas-y, Benja. J'en ai 2. J'ai un film. Ah, étonnant. Non, un film. Après, je sais pas trop où on peut le regarder parce qu'il a pas été distribué en Belgique. Tiens, comment l'as-tu vu? Grâce à un cousin américain? Non, je l'ai vu sur BTV. Voilà. Ah bon? Oui, j'ai BTV via une partage de comptes. Bref, voilà. Et c'est Light of My Life, ça s'appelle. Okay. C'est un film de et avec Casey Affleck, le frère de Ben. Et c'était super. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce film à part que c'était super? C'était bien. Ça faisait longtemps que parce que je savais pas trop ce que ça racontait. Et donc je vais pas trop en raconter parce que c'est assez malin. Sans nous spoiler tout le truc. Juste le début. De quoi ça s'agit? C'est un monsieur qui est joué par Casey Affleck qui est avec son enfant dans une situation de survie, je dirais. Ok. Voilà. Et puis après, on les voit évoluer dans un monde qui est pas trop loin du nôtre.
et où il s'est passé des choses, et c'est assez bien raconté parce que c'est pas raconté avec un encart comme c'est fait parfois dans les films en 2050 tout le monde est mort et c'était triste. C'est raconté de manière un peu plus subtile et tout, et c'était bien. On redit le titre? Light of My Life. Ok. Ça c'est la première reco, et deuxième reco, un vieux truc que j'ai réécouté il y a pas très longtemps. C'est donc vous voyez le groupe Justice. Mm-hmm. On en a déjà parlé, je connais pas. pense, C'est quoi, non? Un groupe de musique électronique français, bref, dont un des deux a sorti un morceau tout seul. Je sais pas si c'est si c'est Xavier ou l'autre. Bref, rien à voir. Mais ils avaient fait un mix pour Le Fabrique ou La Fabrique, je sais pas comment on dit, qui est une vieille boîte ou espace de musique électronique en Britannie. En Britannie, chez les Anglais, quoi. Et qui était reconnu pour être un endroit super avec un son de système de fou et qui a fermé depuis peu. Ou depuis longtemps, enfin bref, qui a fermé. Et ils éditaient des mix en CD, comme le Watergate à Berlin le faisait, etc. Donc ils demandaient à des grands disques jockeys de faire des mix et tout. Et Justice en a fait un. Et le mix a été refusé. Parce que ça ne collait pas au code ou à la direction artistique du lieu, parce que les petits coquins, ils nous ont passé plein de tubes des années 80, dont du Julien Clerc. Oh, waouh! Une espèce de tour de force, genre plutôt cool. Voilà, c'est comme si je sais pas, je connais pas une boîte en Belgique ou un lieu alternatif qui pourrait ressembler à ça, mais bref. Ils faisaient ça souvent, et c'était très fort. Et donc le mix a été refusé, mais il y a quelques années, Pedro Winter, qui est qui est toujours le manager du groupe, exactement, l'a mis sur SoundCloud. Donc vous pouvez aller l'écouter, il fait une 50aine de minutes. Et la musique d'intro, elle donne déjà le temps, et c'est super. Et avoir réussi à glisser Julien Clerc, ou à vouloir mettre Julien Clerc sur un disque de La Fabrique, moi je trouve ça déjà très drôle. Oui. Et voilà. Donc il y a un truc qu'ils faisaient aussi, c'est ils mettaient souvent dans leur mix un morceau de Paul Simon, celui j'ai oublié le nom, mais c'est un morceau hyper connu de Paul Simon, de Simon & Garfunkel. Mm-hmm. Et je connais pas. Et pareil, un truc des années 70, 70, 80, un truc comme ça, qui semble aussi kitsch que du Julien Clerc, et pourtant dans leur mix ça passait super bien. Ah bah. Voilà. Mais ils sont quand même fait connaître avec le remix d'un morceau d'un groupe de pop anglais complètement Simian, ouais. Qui après a eu une seconde vie avec Simian Mobile Disco, grâce à eux. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelques jours, j'ai revu Rubber de Quentin Dupieux. Et Xavier, c'est Xavier. Xavier Dupont de Ligonnès. Non, c'est pas le même Xavier. C'est aussi un nom composé comme ça. Xavier de Justice. Il s'appelle comment? Ah non, c'est Gaspard. Ouais, c'est Gaspard Rogier et Xavier de Rosnay. Et en fait, c'est Gaspard. Il joue dedans. Il fait Et c'est lui qui a fait un morceau solo, Force Majeure, qui est sorti il y a pas très longtemps. Et Gaspard, il marche un moment dans le film avec un sac à dos et il a un t-shirt sur lequel il y a écrit Yes. Et voilà. C'est tout. Et Pedro Winter joue dedans aussi, dans Rubber, et il brûle des pneus. Mais on le voit pas bien, on le voit que de dos, mais moi je l'ai reconnu à sa crinière. Voilà. Donc j'ai vu Rubber. Et c'est bien, Rubber. Ouais, c'est cool. Quentin Dupieux, quoi. Critique du cinéma, tout ça, c'est super. Le téléspectateur, enfin, on se fout de la gueule du spectateur, on se fout de la guelle du cinéma, de Hollywood et tout, c'est vraiment cool. Et son prochain film à Quentin Dupieux devrait sortir incessamment sous peu, qui s'appelle Mandibule. Ouais, mais il est pas sorti en octobre déjà. Alors je crois qu'il a fait moins d'une semaine. Non, je crois que Mandibule il a fait 4 jours puis fermeture des salles, et donc du coup là il est en attente sur les étagères. À mon avis, ça fait partie de ceux qui vont faire les premières semaines des réouvertures des salles avec des jauges un peu approximatives où on peut pas tous s'entasser, et du coup bon, pour qu'ils aient quand même une vie en salle malgré avec les conditions. D'ailleurs, Monsieur Oiseau, on mettra un morceau dans la playlist. Allez. Et le morceau de Xavier. Et le morceau de Xavier Dupont de Ligonnès. Qui s'appelle Terrasse. Mais oh non, tu peux pas dire ça. On peut pas dire ça. Non. Mais d'ailleurs, où il est, lui? Est-ce que quelqu'un sait où il est? Est-ce que quelqu'un... toi qui es un peu en contact avec les journalistes et les services secrets. Où est Xavier services secrets? Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Ok, l'idée. Moi, je pense qu'il est mort. Mais bon, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Donc... mais Benjamin, mais dis pas ça. Non, surtout dans ce sujet-là. On t'a écouté jusque-là. Ouais, c'est vrai, mais dans ce sujet-là, je pense qu'on va pas me demander mon avis. Non. On va pas t'appeler pour savoir. Ce serait marrant. Ouais. Si vous voulez m'appeler pour en discuter. Bon, Damien. Alors, Rubber, déjà.
Bah oui, Rubber, mais ça j'ai rebondi. Donc c'est une rebondie commandation. Ce qui est plutôt marrant de rebondir avec du caoutchouc. Ouais, exactement, j'y pensais. Oui, effectivement. Et donc non, mais moi ça m'a fait penser pendant que tu parlais, Virginie, de un bouquin que j'ai lu justement il y a une semaine qui s'appelle Do Photo, qui est issu d'une collection anglaise qui s'appelle Do Books, où il y a plein de chouettes bouquins sur plein de sujets, et notamment ici, c'est marrant aussi parce que l'auteur s'appelle Andrew Painter. Et donc, mais il est pas peintre, il est photographe. Mais il s'appelle. Ça me fait rire que moi. Elle est pas mal. Ça me fait rire que moi. Mais c'est pas ta meilleure. Et donc. Mais ça aurait pu être écrit par Amélie Lenz, et là, ça aurait été cool. Ouais, sauf qu'elle, elle fait de la musique. Ouais, c'est ça qui est fou. Là, vous m'avez perdu. Hein. Mais enfin. Non, mais oui, j'ai compris. Mais. Et donc ça s'appelle donc Do Photo, et c'est pas du tout un manuel de photo, mais c'est plutôt un photographe. Et ça m'a fait penser à ta pratique entre guillemets de ce que tu disais, le fait de t'immerger dans le monde des gens et dans leur intimité entre guillemets. Et lui, bon après lui il est pas dans des lieux chauds ou il est pas reporter de guerre, mais en tout cas dans ses reportages photos, il va vraiment se plonger chez les gens, et il passe vraiment du temps, même si il va faire que 10 photos sur 48 heures, mais il a vraiment les 10 photos ne seront que bien parce qu'il a vraiment pu s'intégrer complètement à l'univers des gens, quoi. Et il explique un peu ça dans le bouquin, donc le bouquin est assez cool, et la maison d'édition aussi, elle est chouette, et il y a plein d'autres livres sur plein d'autres sujets. Donc je mettrai le lien, vous irez voir. Et ils sont traduits en français, hein. Et alors certains sont traduits en français chez Pyramide. Et sinon, moi j'ai l'autre recommandation, vu qu'on est un peu dans la news, le reportage et tout ça, c'est une série avec Maureen, on a recommencé. Ah c'est ta reco. Elle est dans mes recos, mais c'est pas grave, j'en ai une autre, je te la laisse aller. Ok. On a replongé dans The Newsroom. Moi j'ai replongé. Toi tu découvres. Moi je découvre, et mais je t'ai dépassé là maintenant. Ah non, non. Vous faites des courses de séries? Ouais. Okay. Non, et donc The Newsroom, ça c'est la nouvelle chambre. C'est la nouvelle chambre. The Newsroom, alors c'est une série sur l'architecture, et ils font une nouvelle chambre. Non, pas du tout. C'est pas de nouveau, c'est pas une reco de première fraîcheur, parce que là ça a bientôt 10 ans. Mais du coup, pour la re-regarder maintenant, dans mon cas 8 ans après, ça reste incroyable. Donc c'est Aaron Sorkin. Ah oui. Qui sait écrire des séries, qui sait vraiment écrire tout court, qui sait écrire des dialogues, et qui sait composer des personnages, et qui sait réaliser maintenant, et qui sait alors réaliser. Ça c'est un autre sujet, mais on fait un podcast cinéma maintenant. Non, on va pas faire un podcast cinéma. Elle allait dire un truc négatif. Elle allait dire un truc négatif sur la réalisation d'Aaron Sorkin. Mais donc voilà, et donc The Newsroom, parfois je suis un peu perdu parce que c'est un peu trop je suis pas assez malin pour certaines choses dans The Newsroom, c'est un peu trop stratégique, politique, et donc parfois je comprends pas. Mais voilà, c'est moi, je suis parfois un peu. Et ça raconte quoi? Et alors ça se passe dans une rédaction. Une rédaction du journal prime time du soir sur une cable news, une chaîne câblée des États-Unis. D'accord. Genre ce qui serait maintenant, je sais pas, CBS ou je sais pas, CNN ou un truc du style, quoi. Et donc c'est une chaîne fictive, mais t'as vraiment le vrai fonctionnement d'une rédaction, et en fait c'est un truc, franchement ça te fait monter l'adrénaline quand tu le regardes. C'est pas rigolo. Non. Mais c'est quand même rigolo parfois, hein. Il y a des fois des quiproquos. Ouais. C'est pas de la comédie, mais il y a des moments où tu te marres quand même. On dirait une comédie dramatique. C'est avec Jeff Daniels. Il a fait quoi d'autre, Jeff Daniels? Une boisson alcoolisée. Avec son frère Jack. Non, il y a surtout aussi Emily Mortimer, que je crois pas forcément avoir vu dans d'autres choses. Enfin, je sais pas. Mortimer, c'était pas le chat ou... Je connais pas. C'est Benjamin Shaw aujourd'hui. Sa disco, putain, sa filmo. Mais son personnage, Mackenzie McHale dans la série, moi je l'adore, je l'aime d'amour, elle est géniale. Mais c'est les deux personnes connues de la série. C'est ça, il y a, figure-toi, il y a aussi Dev Patel dans ses premières années où il fait de la série, ouais. Et voilà. Et donc en gros, c'est cette espèce de groupe entre donc la fille qui est EP, donc EP, executive producer, et puis le Jeff Daniels qui est, j'ai oublié son nom, c'est Will quelque chose, qui est
Will Turner. Non. Et c'est aussi avec un W, en fait. C'est tous les deux avec des doubles lettres. C'est Mackenzie McKay, MM, comme dans Marvel. C'est des super-héros, en fait. Et Et Will... Wellington. Non, oui, c'est Will McAvoy. C'est ça, mais c'est un W à l'envers. Allez, bon. Allez, on la garde. Et donc voilà, qui lui Je est suis fatiguée. The Anchorman, donc le mec qu'on voit, quoi, donc le présentateur. Et donc c'est toutes ces relations. Cet écosystème, Le jeu de écosystème. pouvoir lié à Ouais, l'interaction. en fait, il y a donc forcément il y a un truc de hiérarchie, mais c'est pas. Alors si, il y a un autre truc de jeu de pouvoir qui se joue en coulisses, mais je veux dire vraiment le fond du truc, c'est quand même justement comment tu fonctionnes en équipe et quelle est ton éthique de ok, comment tu cherches tes sources, protèges tes sources, présentes une histoire de la manière la meilleure possible pour le mieux informer les gens possible, quoi. D'accord. Je sais pas En si parlant c'est- français. Oui, en parlant, j'allais dire j'ai perdu le français au cours de la phrase. Mais je crois qu'on a compris. Ok. Tu Ben pouvais le voilà. dire en anglais. Et donc The Newsroom, c'est cool. Donc regardez ça. Et parce on peut que c'est regarder ça où Alors, il faut regarder Un ça. petit malaise, on parle de droit d'auteur et tout ça, je vous laisse avec. on va couper ça au montage. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Et sinon, Seulement en présence de mon avocat. C'est vrai. il y a The Morning Show dans une série aussi Oui, sur sur Apple Apple TV+, TV, ouais. qui est dans le monde de la journalistique. C'est ça. Et là, c'est plutôt avec Steve Carell qui a eu des mauvaises conduites, c'est ça? Plutôt mauvaise, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas Jennifer Aniston dedans Si, et il y a Reese Witherspoon. Mmh. Ah ouais. Et alors, Clairement. dans ce genre de truc, il y a eu aussi 30... Non, pas 30... Il y a... Non, 30 Rocks non, un autre Non. truc avec Chandler Bing, parce qu'on parle de Jennifer Aniston. Mhm. Chandler Bing, il a joué aussi dans un truc, Sunset Stream and the Boulevard. Non. Un truc où ça se passait. Mais bien Non, sûr non, que non. si. Arrêtez de rire. Arrêtez de me On a rire perdu dessus. Maureen encore. Arrêtez de me rire dessus. Mais Maureen, elle rit en anglais, t'as vu Toi, tu Ah médites oui. en anglais. C'est ça qu'on avait dit l'autre fois. C'est T'as beaucoup plus facile de méditer en anglais, c'est ça Et Maureen, elle rit en anglais. Elle rit en anglais. On entend son rire qui fait un peu... Attends, Sunset Strip. Un peu, mais c'est plutôt britannique. Ah, Sunset avec le feu. Strip TV Show. Ouais, mais alors à ce compte-là, il y en a plein d'autres, tu vois. Oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, juste le meilleur en tout cas, selon moi, C'est The Newsroom. c'est The Newsroom. Donc regardez The Newsroom. ouais, franchement, regardez The Newsroom. Et Comment donc, Comment il s'appelle, Chandler Bing? John Corbin, Matthew Perry. Ah, Matthew Perry. Perry. J'ai dit, franchement, aucune idée. Ils ont dû changer de nom. Tu vois les mecs de Friends parce que personne Ah, connaît c'est la... ça, c'est Studio 60 on the Sunset Strip. Et ça se passe effectivement... sur le Sunset ouais, Strip bon, voilà. à Los Angeles. Ça ne me dit rien du tout. Eh ben, on le recommandera la prochaine fois. Voilà. Sinon, il y a aussi Lois and Clark qui se passe. Oui, Ah, c'est vrai. c'était bien Ils ça. sont Et ouais. journalistes aussi, ouais. C'est vrai, Superman, il est aussi journaliste. Ouais. C'est vrai. Et on l'oublie trop souvent. Et oui. Ah. C'est vrai. Bottom line, est-ce que les journalistes ne sont pas des super-héros? Eh, mais non, mais et Spider-Man est photoreporter d'une certaine manière. Ah oui. Peter et ça... Parker, il vend des photos Ah. de Spider-Man. Bon. Eh ben, C'est son seul Ouais. sujet. Bon, ça va pas C'est attirer un au flanc. sujet Double- très On long est cours. d'accord. double lien, Parker, Peter Parker et puis Les photoreporter. stylos. Ça me fait penser à Non. un vieux film que je me recommande de re-regarder. C'est Pecker. Pecker, Je l'ai pas. avec Edward Furlong. Edward Furlong qui a joué le rôle du petit enfant dans Terminator. Ok. Eh ben, il joue un rôle d'un photographe. John Connor. John Connor. Du coup. Et il joue un rôle d'un... Il découvre la photographie. Et donc, il commence à faire des photos. Je pense que ça doit être à New York ou un truc comme ça. Et une carrière s'ouvre à lui parce qu'il commence à prendre des photos. Il trouve un appareil photo et il commence à prendre des photos. C'est un vieux souvenir. Hein. Le film doit dater, à mon avis, de 98, 98, 20, 2000. 60. Avec mon âge, plutôt, les années 40. Et voilà, donc il découvre la C'était du photographie. noir et blanc. C'est un film muet. C'est ça, c'est dessiné dans les grottes. On y revient. Bon, Bon, my job is done here. Bon, et putain, mais quel show de fin d'épisode. Là, tout le monde a le riant. ah mais tout le monde est Tout le parti. monde a envie de faire des Tout le blagues. monde- tout le monde est parti. Il n'y a plus personne qui écoute. Vie, une reco. Ouais, bah, tant qu'on est dans le photojournalisme, moi je recommande une BD sur Stanley Green, photographe, photojournaliste, reporter de guerre, qui est décédé il y a
2-3 ans, je sais plus, et qui était vraiment quelqu'un de hyper charismatique. C'était vraiment un icône, quoi. Quand t'allais à Visa pour l'image, tu disais, oh, c'est Allegri. J'ose pas aller lui parler. je suis dire que j'adore son travail. Enfin, j'adore ce que vous faites. C'est ça. Il avait un petit groupe de groupies, quoi. Et voilà. On avait tous du respect pour lui. Et donc, cette BD parcourt un peu sa vie. Dès qu'il a commencé le photojournalisme, parce qu'il a commencé assez tard. Avant, il faisait plus fashion. Un peu de tout, photographie people, et puis il s'est mis au photojournalisme depuis la chute du mur de Berlin, et donc je trouve que c'est super bien fait comme BD, parce que on voit un peu son parcours de vie en tant que photoreporter, mais on raconte un peu aussi ces moments où il réfléchit. C'était quand même un personnage un peu torturé comme ça. Et c'est assez intéressant. C'est Stanley Green, Une vie à vif, par J.D. Morvan et Tristan Filaire. Ça se lit super vite. Okay. Donc il faut pas se dire que je vais mettre une semaine. Moi j'ai fait en 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Et c'est hyper intéressant pour un peu connaître la vie d'un photojournaliste un peu iconique, quoi. Ok, cool. Trop bien. Moi j'en ai encore une. 11, j'en ai 11. Non, j'en ai plus qu'une seule, puisque tu m'as piqué The Newsroom. Je voudrais recommander tout le travail de Pauline Benny, qui est une pote connaissance aussi en commun, qui est à la base également photoreporter. Et donc forcément son travail photo, notamment le livre Génération Tahrir qu'elle a fait, et qui en fait après se décline maintenant en vidéo, parce que donc maintenant elle est réalisatrice aussi. Et moi, j'ai pu suivre une partie du montage qu'elle a fait sur son premier film, Rester vivant, qui est un documentaire de création. J'en profite du coup pour faire un bisou à Pauline Piris-Nury, la monteuse, et à Laurence Belens, sa productrice de feu, parce que voilà, c'est des meufs qui font un excellent et magnifique travail. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de name drop ce genre de belles personnes. Tout à fait. Et on peut voir alors. Alors, je crois peut-être son dernier court-métrage qui s'appelle Shams, qui est aussi très beau. Peut-être qu'il est encore sur Ovio, mais j'en suis pas 100% persuadée. Il y a certainement de la VOD pour voir ça. Okay. Je n'en suis pas sûre. Et le bouquin, il est trouvable. Et le bouquin, il est encore il doit rester encore des exemplaires trouvables, ouais. Super. Donc on emballe. Et on wrap up. C'est super. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce moment. Merci Virginie de nous avoir accueillis. On en a parlé tout à l'heure. On te retrouve sur ton site internet qu'on mettra en lien. Mais si tu veux le redire, comme ça les gens l'ont dans l'oreille en plus de l'avoir sous les yeux. Oui, le site internet du collectif en fait. Ah oui, d'accord. collectifhuma.com. Ok, super. Nous, on nous retrouve sur amourchips.com. Tout à fait. Sur @amourchips, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et même sur Facebook. Et aussi sur Patreon, pour les gens qui ont trop d'argent et qui veulent... ou même ceux qui en ont pas beaucoup et qui veulent l'utiliser à bon escient. Il y a ça aussi. Et donc, si vous avez de l'argent à nous prêter, parce que finalement, on va faire que le réinvestir dans de nouveaux podcasts, allez sur notre Patreon. C'est patreon.com/amourchips. Et voilà, il y a plusieurs formules d'abonnement. Et puis, donc, merci déjà. Et puis on se voit dans 15 jours pour la dernière de la saison. Ce sera la dernière de la saison. Et pourquoi on doit le dire doucement? Parce qu'on a plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. Et comme ça, on peut réutiliser la fin de cet épisode pour faire du ASMR. Et on va faire des millions de vues sur YouTube. Des milliards. Des milliards. Sur YouTube. Des milliards. Bon, allez. Merci beaucoup. Allez, ciao, salut. bye, salut, bye. bisous. Ciao. Et voilà, vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours.